Bonjour à toutes, à tous. Merci de nous retrouver pour cet après-midi de notre Summercamp qu'on passe à Saint-Médard-en-Jalles, à la scène nationale Carré-Colonne, avec l'équipe de Sylvie Violent, pour discuter autour des questions relatives liées à la création à l'heure de l'incertitude sur les enjeux de la diffusion dans le contexte que nous connaissons, Covid et crise sanitaire, et de l'impact que ça a sur le secteur culturel et de spectacle vivant. À notre tour de plateau, puisque nous n'avons pas de table, nous aurons avec nous Caroline Melon de la compagnie De Chair et d'Os, Nadège Poisson qui est responsable programmatrice à la Cité Cirque, Créac et service culturel de la ville de Bègles en métropole, Lionel Yanko qui est de la compagnie Bougrela et Monique Garcia qui est metteuse en scène et responsable du Globe Théâtre à Bordeaux. Avant de rentrer, et bien sûr, on fera un tour de nos publics complices. Je vois Sébastien Laurier, mais je vous laisserai vous présenter les uns et les autres, de l'espèce fabulatrice, avec Christelle Pernon, avec Cécile Puyol-Vidac, Hélène Fribourg, qui est avec nous depuis ce matin, directrice de la culture et citoyenneté, et l'équipe de l'ingénierie ressources à Didac, Gwenaëlle Prudhomme, Karine Balu sur la création, Clémence Rabre qui nous suit à distance. Nous sommes soutenus par toute l'équipe technique et logistique de DASC et d'ailleurs qui nous suit depuis début juillet. Et derrière moi, j'entends dessiner Tania Castelnau qui nous accompagne sur la facilitation graphique de ces journées. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot peut-être, Sylvie, pour se redire ce qu'on s'est dit un peu ce matin, mais comme on a de nouveaux publics, nous parler du projet de la scène nationale, de Saint-Médard, du FAB, et de nous présenter rapidement le projet que tu défends ici. Oui, donc je suis ravie de vous accueillir ici au Carré, sur le plateau. Donc on a la scène nationale Carré-Colonne, c'est 2 équipements, le Carré ici à Saint-Médard avec cette salle et les grands foyers, donc une salle plutôt dédiée à la création, et les colonnes à Blanquefort, à 10 km d'ici, voilà, avec un autre plateau et aussi un studio de répétition. Tous ces lieux, depuis le 6 juin, accueillent des artistes en résidence avec 10 compagnies néo-aquitaines. Donc c'était une opération spécifique, on va dire, post-confinement, donc pour déconfiner les artistes, reprendre le travail et faire tous les samedis des sorties de résidence au balcon du Carré et des colonnes qui donnent sur les marchés de Saint-Médard et de Blanquefort chaque samedi. Voilà, et puis par ailleurs, donc la scène nationale gère aussi 2 festivals. Le festival Échappée Belle qui a lieu habituellement en juin, qui a été totalement annulé cette année, et le FAB, Festival international des arts de Bordeaux, en octobre, qu'on est en train de finaliser tant bien que mal, avec évidemment, on en a parlé ce matin, toutes les incertitudes liées à la crise sanitaire. Donc, merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est vrai que nous terminons avant l'été notre tour de Gironde un petit peu des Summercamp, puisque nous étions sur Bègles début juillet au chapiteau sur les questions d'emploi culturel. Je ne vais pas refaire tous nos sujets. Nous étions à Plassac, sur la Villa Gallo-Romaine, domaine départemental, au domaine de Certes également, sur le bassin, et également à Riance la semaine dernière, sur des questions qui touchent aux politiques culturelles dans le contexte Covid et les problématiques des festivals qui ont été impactés. Et nous travaillons, Gwenaëlle, avec nos collègues du département en direction de la culture à l'automne prochain, enfin à la fin de l'été, on va dire, sur la dernière étape de ce Summercamp qui serait de nous interroger sur et le rôle des collectivités dans tout ça par rapport au contexte actuel pour passer ce cap compliqué, difficile que nous connaissons dans le cadre du contexte Covid. Ce matin, on a beaucoup parlé, la thématique, alors elle est liée à celle de cet après-midi, puisqu'on parlait de la programmation d'une saison artistique à l'heure des mesures sanitaires. Alors on était plutôt du côté des opérateurs, des lieux, avec parfois des casquettes doubles, acteurs, comédiens, responsables de lieux. Nous avions aussi l'Opéra Pagaille, Philippe Ruffini, qui nous parlait en tant qu'artiste de la situation. Cet après-midi, on est plutôt du côté des artistes, même si là aussi des opérateurs sont concernés. On a
y compris à notre plateau des personnes qui ont la double casquette, donc c'est intéressant, pour pouvoir s'interroger sur la question de la création à l'heure des incertitudes sur les enjeux de la diffusion, rapport au public. Si le déconfinement a permis peu à peu la réouverture des lieux de création pour reprendre ou engager de nouveaux programmes de résidence, la crise sanitaire est venue mettre un frein au processus classique de création artistique. Après les initiatives spontanées, concerts en visio qu'on a pu voir sur Internet et autres, ou les concerts, les ensembles musicaux, ou les initiatives lecture téléphonique, texte classique, etc. Tout ceci a été facilité par les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Aujourd'hui se pose la question de la création à l'heure des incertitudes sur les mois à venir et les enjeux de la création, de la diffusion dans les lieux des spectacles. Donc, comment créer à nouveau ? Faut-il faire ou refaire un spectacle qui n'a pas pu être diffusé ? Autant de questions qu'on essaie d'aborder aujourd'hui. Et aussi, c'est l'occasion d'évoquer avec vous des projets, des projets artistiques qui font fi ou dépassent cette question de la crise sanitaire Covid pour aller de l'avant et renouer avec le rapport essentiel au public, de l'émotion, du rapport spectacle vivant. Alors évidemment, on est à nouveau porteur et porteuse de masques depuis hier. Alors si je ne l'ai pas et si on va les enlever au fur et à mesure, c'est qu'on est dans une situation type salle de cinéma, Gwenaël, où le protocole permet, une fois qu'on est assis, de pouvoir ôter son masque, ce qui va être beaucoup plus confortable pour vous parler et pour pouvoir discuter ensemble. Pour autant, si on est amené à se déplacer dans le contexte du carré colonne, où il y a des équipes au travail et d'autres services, on remet le masque pour pouvoir correspondre au protocole. Dans la méthodologie, elle est simple, puisqu'elle est spontanée. On va travailler autour de trois questions qui vont nous permettre d'échanger, d'avoir vos témoignages, mais aussi d'interagir avec nos publics complices pour qu'on puisse, à partir de vos expériences et points de vue respectifs, échanger sur donc, ces questions. La première qui est: qu'est-ce que la crise a changé dans votre quotidien en tant qu'acteur professionnel, comment on répond à ce contexte, en deuxième question, et quelles sont les innovations à mettre en œuvre ou que vous mettez en œuvre, ou les questions qu'on se pose, les problématiques que soulève la crise Covid. On est dans un contexte qui est appelé peut-être à durer, même si on espère les uns et les autres un retour à la normale, entre guillemets, le plus rapidement possible. Pour autant, on a compris qu'il fallait sans doute faire avec cette situation un certain temps. C'est un peu ce qu'on s'est dit ce matin, d'ailleurs, au niveau des opérateurs et des lieux. Donc aujourd'hui, on a envie de réfléchir à ces questions avec vous, du point de vue donc, de la création et des questions qui se posent dans la démarche de création artistique. Et en vous passant la parole, c'est aussi l'occasion de représenter vos structures, votre parcours rapidement, pour nous expliquer de quel endroit vous vous situez. Et on fera pareil avec nos publics complices quand ils prendront la parole. Il n'y a pas d'ordre, mais Monique, si tu veux bien ouvrir le bal, nous dire ce que, donc, dans ce champ de la création à l'heure de l'incertitude, sur les enjeux de diffusion, création, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ton parcours, dans ton rapport du quotidien? Merci, je remercie parce que c'est important de se poser ces questions et d'y réfléchir ensemble, en tout cas, sur comment on va travailler là, les mois qui arrivent au regard de cette nouvelle contrainte. J'ai parlé un petit peu du temps de la sidération, parce qu'effectivement, il y a eu ce temps-là dans le quotidien pour tous. Et puis cette sensation, en tout cas en tant que lieu déjà, par rapport au Globe, qui est donc une scène sur laquelle on accueille essentiellement des créations sur des longues séries. On s'est retrouvés en prise de conscience petit à petit, en train de détricoter tout ce qu'on avait construit pendant l'année d'avant. Donc c'était assez... à la fois on avait beaucoup de travail, parce que ça a pris beaucoup de travail administratif pour faire cette chose-là, beaucoup de contacts, etc. Enfin, on était un peu noyés sous ce travail-là. Et puis en même temps, petit à petit, il y a une espèce de deuil, oui, qui s'est fait. Bah tiens, la saison, elle est finie. Elle s'est vraiment arrêtée ce jour-là. Tout ce qu'on avait mis en place s'est arrêté là. On a vu de plus en plus notre travail, effectivement, se faire en visio, là, comme on est maintenant, avec une grande facilité effectivement, de beaucoup de contacts, etc. Et en même temps, avec l'apport du numérique,
qui était très positif aussi pendant le confinement, mais tout d'un coup une sensation quand même de la perte de la relation à l'autre qui est devenue de plus en plus prégnante, je crois. Et donc du coup, pas si vite que ça, mais encore une fois, peut-être parce que moi je suis un peu un escargot aussi, mais pas si vite que ça, il y a eu, au bout d'un moment, se dire, mais ça ne peut pas quand même durer là. À un moment, il va falloir aussi replonger dans des choses qui vont nous remettre en lien. Pas simplement en mettant des choses en ligne, pas simplement, mais juste pouvoir entendre la respiration de l'autre, voir comment ça réagit quand ça travaille, enfin, être à nouveau en contact. Alors, c'est là qu'on commence effectivement, mais tous, je pense, à imaginer d'autres formes, parce qu'il y a très vite ce besoin-là, d'autant plus quand même que la crise nous a montré quand même à quel point il y avait une injustice et des gens qui ont été maltraités bien plus fort que d'autres. Pas simplement parce qu'ils ont été malades, il y a eu bien sûr tout ceci, mais des conditions de vie qui ont été vraiment là, qui sont apparues comme étant vraiment extrêmement plus difficiles encore quand on a traversé des choses comme ça. Et donc cette présence nécessaire à un moment du contact de la relation, enfin, en tout cas au début, c'est la première chose qui s'impose, de se dire ça, de se dire la relation à l'autre, elle est vraiment à travailler fortement au plus proche, et puis donner des choses, parce qu'effectivement, dans ce don aller-retour, c'est ce qui manque trop là, et il y a des gens qui sont dans on va dire une misère d'humanité, parce qu'ils sont dans des conditions de vie tellement complexes, avec des socialement tout d'un coup des choses qui s'effondrent tout à fait. Je parle des artistes, mais je parle au-delà des artistes. Je parle vraiment dans tous les corps de métier. Il y a vraiment des gens qui se retrouvent avec des situations familiales absolument complexes. On a entendu ou des exemples proches ou plus lointains. Mais en tout cas, là, il y a eu une espèce de coup de projecteur tellement fort sur ça que je dirais que ce qu'il faudrait changer, c'est donner encore plus de temps pour être avec les gens. Puis je m'arrêterai là pour l'instant. Merci Monique pour cette sensation. Effectivement, la sidération, tu l'as dit, de ne plus pouvoir faire face spontanément à un public. C'est vrai que dans l'histoire même de notre humanité, si on remonte à l'Antiquité, grecque, romaine, on a l'habitude d'aller dans des théâtres, de se retrouver, d'être en proximité, et que c'est vraiment un choc un peu sociétal quelque part, de ne plus pouvoir faire corps social ensemble. Donc ça pose de suite d'emblée dans un lieu comme celui-ci, avec une salle, un plateau, des équipes et des fauteuils, et la capacité d'accueillir du monde, donc du public. Et on parlait d'ailleurs ce matin aussi, et Sylvie Violent l'évoquait, dans la question de l'espace public, dans le cirque, dans la rue, le fait d'être en proximité, c'est compliqué. Quand on apprend effectivement la nouvelle, la question de la distanciation sociale, même le mot est un peu d'ailleurs redoutable, parce qu'on parle de distanciation sociale, alors que finalement, ça n'est jamais que de la distanciation physique, quelque part. Quand on dit distanciation sociale, c'est assez fort. Ça veut dire même qu'il faut, quand on le lit abruptement, ça voudrait dire ne plus faire réseau entre nous, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu... Donc merci pour ces mots. Et on en reparlera après, pour voir comment dépasser ça, effectivement, et comment la création est aussi... Parce que tu as aussi une casquette de metteuse en scène, tu es aussi une créative. Et dans les projets que tu portes et que vous portez au Globe, on pourra en parler après. Je me souviens, Lionel, aussi, quand on a discuté au téléphone, tous les deux, cette sidération-là aussi, ce choc un peu dans l'espace public avec la compagnie Beaugrelat, pour avoir discuté avec d'autres compagnies, je pense à la Bivouac compagnie, l'Opéra Pagaille aussi, mais toutes les compagnies qui ont comment dire, un gros travail de visibilité dans l'espace public et qui se sont démarqués de l'aide publique pour produire, développer des projets, être assez forte en diffusion et s'affranchir aussi de l'aide publique, de la subvention, même s'il y a une petite partie bien sûr, ont été souvent les premières confrontées, en plus à l'orée estivale, où il y a aussi un espace dans certaines compagnies qui est important en termes de diffusion, confrontées à la disparition et du public et de l'assiette économique de leurs projets. Alors je ne parle pas de Beaugrelat en particulier, mais c'est vrai que quand on en avait discuté ensemble au téléphone, notamment avec la dynamique que vous portez en ce moment et du projet Façade, qui est sorti de résidence à Surgères, c'est ça. On avait discuté de ça. Donc pareil de ton côté,
Voilà, réaction dans ton quotidien immédiat. Eh bien, comme Monique, merci de m'avoir invité et d'avoir invité la compagnie à travers moi. Et effectivement, alors dans la culture la manière de travailler avec l'espace public, de mon parcours personnel, il y a toujours une solution à un problème. On arrivait toujours à surmonter les défis techniques, les problématiques. Et aux premières annonces, c'est ce qu'on s'est dit, en fait. On va trouver une solution, on va mettre en place. Et puis à un moment donné, il y a eu le confinement total. Et là, en tous les cas, pour ma part, c'était, comme tu l'as dit, sidération, cette espèce de coup brutal qui vient te dire que 3 ans de travail, voilà. Alors, excusez-moi, je vais peut-être parler un peu dans tous les sens, mais c'est ça. Tu parlais de calendrier tout à l'heure, Monique. On a mis 3 ans à mettre en route, à préparer cette création, à préparer ce calendrier. Et là, d'un coup, on nous dit stop, et on ne sait pas. Donc oui, c'est bien, ça laisse du temps pour réfléchir, mais en fait, c'était des moments vraiment pas faciles professionnellement, de ce qu'on y met sur la table d'une création. Donc ça, c'était pas simple. Et puis, c'est tous les enjeux de ce qu'on fait dans l'espace public, le rapport aux autres. Avec Façade, on va travailler avec l'habitant, on va chez lui. Ça, c'était un projet qui nous tenait à cœur de travailler, de pouvoir montrer l'envers du décor avec des personnes qui, peut-être habituellement, ne voient pas comment se construit un spectacle. Donc tout ça, c'est terminé. D'ailleurs, à Surgères, on était en gîte. On a repris, il y a 15 jours, on a repris le travail après 3 mois et demi, 4 mois d'arrêt, avec le CNAR de La Rochelle qui nous a mis en gîte pour éviter tous les problèmes de protocole sanitaire. Donc, on se retrouve enfermé. Un projet qui, en fait, au départ, est censé aller vers créer du lien. Et finalement, on est en gîte. Alors, on était dans un environnement d'agriculteurs, dans une zone très peu habitée. Donc, les agriculteurs sont venus. On a quand même réussi à recréer du lien, mais voilà, ça a posé toutes ces questions de se dire, mais finalement, si on reprend le travail, pourquoi on le reprend? Qu'est-ce qui nous motive? Voilà, d'ailleurs, je crois que j'ai par rapport au côté lourd, j'ai passé, je crois que j'ai jamais passé autant de temps au téléphone de la mi-mars à la mi-mai pour réorganiser ce qu'on avait mis 3 ans à faire, réorganiser les résidences, réorganiser la visibilité du spectacle. D'ailleurs, je remercie Sylvie et Chahut et d'autres partenaires qui vont nous accueillir au FAB, ce qui n'était pas prévu cette année. Donc voilà, vous en avez peut-être déjà aussi parlé, mais donc ça, la solidarité, elle a été pour nous, et je pense qu'elle a été pour beaucoup de compagnies aussi. Donc ça, c'est important. Ça a resserré des liens entre structures, entre compagnies. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on ne sait rien. En fait, moi, j'ai l'association d'être dans un... Je ne sais pas comment sera septembre, je ne sais pas comment sera octobre. D'ailleurs, on ne sait pas si... on repose des calendriers, on ne sait pas du tout si ça existera ou pas. Et donc, effectivement, ça re-questionne la création. Je vois, on a un spectacle qui a une proximité publique très proche. On a une programmation le 23 septembre et pour ma part, je ne conçois pas d'adaptation de mise en scène pour le Covid. Comme je disais au programmateur, peut-être on peut créer autre chose, mais je ne crois pas qu'on doit répondre à ces contraintes par une adaptation.
Et parce que je crois que si on fait ça, on commence à perdre un peu de nos libertés. Et je crois que c'est ce qui m'inquiète le plus dans la culture et voilà, de manière générale dans la culture, c'est que ce Covid soit une porte vers l'enfermement. Et voilà, je ne sais pas si... Donc tout ça, ça fait partie des questionnements que j'ai, qui m'interrogent beaucoup. Voilà. Merci Lionel, merci. Oui, puisque là encore, c'est des choses qu'on a évoquées ce matin du côté des opérateurs, mais c'est vrai que quand on parle de création, de calendrier, même de résidence, pour être vu, pour être programmé, ça pose des questions technico-calendaires, de se dire, oui, mais si jamais on ne peut pas acheter ou on ne peut pas être programmé, à quoi ça sert de créer maintenant? Pourquoi pas créer plus tard et dans quelles conditions? Adapter effectivement, adapter à quelle situation? Parce que on voit bien que chaque jour amène son lot de surprises, d'allers et de retours et de choses contradictoires. Donc c'est vrai que on pourrait évoquer, on a évoqué, et on peut évoquer à la fois la nécessité de dépasser tout ce qu'on a pu vivre et la nécessité impérieuse de se reprojeter dans le spectacle et dans le lien au public, et le travail avec les programmateurs et les lieux ou l'espace public. Mais c'est vrai qu'on est à nouveau, là, depuis quelques jours, comment dire, un peu en berne du fait des évolutions, alors toujours immaîtrisables en fait, mais de se dire est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut y aller ou pas, et donc c'est vrai que ça met beaucoup d'incertitudes sur même la dynamique de création certainement, et la façon dont on envisage un avenir, même si il y aura bien sûr, on l'espère, et normal, une solution évidemment, mais dans le court terme, on est un peu désemparé sur les stratégies à opérer, quoi. C'est ce que tu racontes un peu, quoi. Oui. Et après, peut-être... c'est aussi ce que ça nous montre Enfin, ce que ça nous montre... on n'apprend rien, je crois. Mais, comment dire, le constat aussi de notre société. On a beaucoup entendu parler, alors je ne sais pas, je vais essayer de ne pas faire trop de politique, mais on a beaucoup parlé du monde d'après. Mais en fait, on essaie de, nous artistes ou nous acteurs de la culture, on essaie de donner un regard sur notre société. Peut-être que parfois on essaye de donner un point de vue, de le changer. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on prenne le temps, quoi. Il faut qu'on prenne le temps, et que c'est pas que nous, c'est pas que les artistes, c'est pas que le monde de la culture et les acteurs culturels, c'est la société. Il faut qu'elle prenne le temps. Et je crois que la culture, si on prend le temps, elle a le rôle à jouer pour que les gens puissent s'épanouir et ne pas courir dans un putain de métro bondé alors qu'il y a un putain de Covid, et qu'ils vont prendre leur métro parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent aller travailler pour gagner leur vie. Et je fais des... Et donc, moi, je me refuse de monter dans pareil, dans la création. Il faut qu'on prenne le temps de trouver les bons endroits pour qu'on continue de chercher à s'élever, enfin le public, nous tous, et pas à répondre à un cahier des charges. Je ne sais pas si c'est ce que ça m'a inspiré, ce que tu m'as dit. Non, mais si, de toute façon, c'est des questionnements qui sont importants. Tu veux dire encore quelque chose ou je continue le... Ouais, non, mais je ne veux pas te... C'est encore... Nadège, alors bien sûr, on fait exprès d'avoir des personnalités, des profils professionnels un peu différents parce que ça se nourrit, tout ça. Et les approches se croisent. Ça nous paraît important d'avoir, comme on l'a fait ce matin sur tous nos summer camps, une variété d'acteurs, parce que nous sommes tous dans le champ de la création, mais à des différents endroits, évidemment. Donc Nadège, sur la ville de Bègles, le service culturel, le Créac, la Cité Cirque, ta propre réaction en tant que programmatrice.
Alors, ce que vient de dire Lionel sur le temps, sur la liberté, c'était des choses moi, que j'avais déjà en questionnement en fait, depuis déjà un certain nombre d'années. Et en fait, quand ça s'est arrêté, en fait, assez rapidement, mais un peu comme il le dit pour un spectacle, c'est qu'effectivement, on a normalement plutôt l'habitude de devoir réagir quand il y a un problème. Et donc, en fait, j'étais plutôt bizarrement, je pense, assez posée sur la question, c'est-à-dire que je n'avais pas envie d'anticiper sur quelque chose où on ne savait rien. Donc j'étais pas du tout dans cette urgence-là et j'étais plutôt dans le besoin d'accompagner et de répondre à la situation présente du coup. Donc accompagner les compagnies qui du coup ne pouvaient pas jouer ou étaient ou qu'on devait accueillir en résidence. Essayer de trouver des solutions qui n'allaient pas ou surcharger ou redéstabiliser la saison suivante. Donc en fait, je voulais trouver plutôt une stabilité dans cette incertitude. Donc du coup, j'ai essayé de maintenir aussi tout ce qui était rendez-vous avec les compagnies, justement, pour les projets en création. Je pense que j'avais une forme d'optimisme sur le fait qu'on ne pouvait pas, que ça n'allait pas, on ne pourrait pas en fait rester dans une situation comme ça, ou qu'elle serait peut-être à moyen terme, mais que dans tous les cas, en termes de spectacle vivant, la solution ne serait pas autre que essayer de remonter sur un plateau et d'être en direct avec les gens. Donc du coup, mon objectif en fait était d'être là et de me mettre au service d'eux pour essayer de répondre de la manière la plus adaptée aux besoins là des compagnies. Donc ça a été effectivement la question d'avoir de jouer la solidarité, donc d'avoir une présidente d'association ou des élus qui maintiennent bien les paiements des artistes. Ça a été de voir comment on pouvait aussi reporter les temps de résidence ou si jamais ça ne pouvait pas venir jusqu'à chez nous, c'était de le compenser par de l'apport en production, mais d'essayer en tout cas d'y trouver des choses simples, c'est-à-dire vraiment de ne pas rajouter du stress à une situation qu'il était déjà en fait. Et ensuite, j'avoue que pour ma part, la question du temps est cruciale, puisqu'effectivement, je trouve qu'on n'a plus le temps de réfléchir. On est vraiment beaucoup dans le faire. J'avoue qu'une boîte mail qui s'arrête un peu, c'est quand même assez agréable pour retrouver un petit peu de temps. Même si on sait que là, ça va redémarrer doucement dans cette machine. J'ai pourtant envie, je rejoins Lionel là-dessus. Je pense qu'on est un secteur où, pour le coup, si on ne remet pas du temps et qu'on impulse aussi peut-être un peu ça serait peut-être dommage. Moi, j'ai arrêté aussi, quand je suis revenue, j'ai arrêté de culpabiliser sur le fait que je ne pouvais pas faire et pas répondre à tout, en fait. Voilà. Et cette culpabilité-là, pour le coup, elle a disparu parce que il me semble qu'on est arrivé au bout de quelque chose d'absurde, en fait. Vraiment, on court beaucoup. Quand tu parles de quelque chose d'absurde, tu veux dire sur notre système finalement, le rapport programmateur-artiste, l'enchaînement des saisons, le manque de recul, c'est peut-être ça dont tu parles ? Je pense que oui, que malgré nous, en fait, on est rentré là-dedans, c'est-à-dire que y a une année où on nous demande de faire un projet supplémentaire, mais en fait cette année-là va resservir de base sur l'année d'après, et en fait on en rajoute un autre 2 ans après qui resserre de base, et en fait on a accumulé comme ça un certain nombre en fait d'actions et qui sont très chouettes, mais en fait derrière on tire sur la corde, même en discutant avec des compagnies qui sont
tout le temps sur la route. Il y a un moment donné quelque chose qui n'est plus sain, en fait, ne serait-ce que même dans notre concentration d'écoute. J'en étais à me dire que j'allais à un moment donné chronométrer mes rendez-vous, en fait, parce que je me disais, ah bah non, mais 2 heures, je peux plus passer 2 heures en fait, sur un rendez-vous artistique, alors qu'en fait, non, ça prend ce temps-là, en fait. C'est pas... Voilà. Mais c'est vrai que, du coup, il y avait quelque chose là, moi, à ce moment-là, que, du coup, je pouvais trouver bénéfique dans le sens de me dire qu'il était vraiment indispensable de renouer du temps avec les compagnies sur leur accompagnement. Alors c'est vrai qu'on avait, alors c'est peut-être aussi du fait qu'on accompagne des projets cirque avec des questions lourdes techniquement, des constructions de chapiteaux ou d'autres machineries. Mais c'est vrai qu'on avait déjà rentré de la souplesse sur nos accompagnements en résidence et coproduction en se disant qu'on gardait toujours une marge en fait, de manœuvre pour qu'on puisse réagir dans l'année en cours, en fait, par exemple. Ce qui nous a permis déjà, comme ça, des fois, de solutionner. Et surtout aussi, parfois, plutôt que de laisser une production qui, par exemple, n'avait pas pu se boucler et qu'elle reste fragilisée pour la finir, on préférait pouvoir aller jusqu'au bout, en fait. Donc, voilà, la question de la souplesse, effectivement, va rentrer vraiment en ligne de compte, moi, à la rentrée, sur comment je vais aborder les années suivantes, même si aujourd'hui, j'ai bien commencé à réanticiper sur les accompagnements en résidence et coproduction, mais nous, on est plus petits hein, quand même, malgré tout. Mais on les pense déjà sur plusieurs années. Donc, effectivement, la question d'avoir une relation plus longue avec les compagnies. Et puis, ce matin, voilà, j'avais une compagnie qui m'a tout de suite posé la question, oui, mais en 21, par exemple, voilà, on ne peut pas maintenir cette résidence parce que, voilà, confinement ou autre. Est-ce que vous serez en mesure de réitérer cet accompagnement ou est-ce qu'en gros, ça tombera à plat ? Je lui dis que non, effectivement, je ne travaillerai pas dans ce sens-là. Effectivement. Je dis là pour l'instant, j'en suis pas là parce qu'on n'a pas eu le temps de faire justement cette réflexion jusqu'au fond, mais ça fera partie vraiment de la façon dont j'aborderai la question à la rentrée. D'accord. Merci Nadège. On continue notre tour de chaise avec l'œil très attentif de Caroline qui nous observe depuis tout à l'heure. Et donc d'avoir ton propre regard, Caroline, parce que quand on discute avec toi, que tu nous écris beaucoup, souvent, c'est toujours agréable de la lire. On ne sait pas toujours quoi répondre, d'ailleurs. Ça n'attend pas toujours de réponse. Mais voilà, tu as un regard qui est très attentif dans tes projets que tu portes, que ce soit à Libourne et ailleurs. Hein. Et donc, ouais, qu'est-ce que ça a changé à ton niveau aussi, dans ton regard, dans ta façon de travailler et toi aussi, en plus, tu as été à la fois responsable de structure, opérateur, dans l'espace public, dans le conte, la parole. Aujourd'hui, artiste. Donc, tu as une vision élargie, on va dire, du spectre. Donc voilà, qu'est-ce que ça a provoqué pour toi ? En fait, déjà, je voudrais dire que moi, j'aurais pu avoir, me connaissant, au départ, une relation un peu bravache à ce virus. Et, enfin, j'aurais pu avoir une relation au début où j'étais pas complètement attentive avant le confinement, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé puisque je fais partie d'un projet européen qui s'appelle Reshape avec l'ONDA, avec lequel on est en lien depuis 2 ans avec tout un tas de gens, y compris des Libyens, des Palestiniens, etc. Et donc, en fait, très vite, moi, j'ai été au fait de la gravité de
de la pandémie, sans doute beaucoup plus que si j'étais restée dans mon contexte français habituel, puisque très vite, tous ces gens-là nous ont dit, voilà, nous, on devait se retrouver à Zagreb, en fait, juste le jour de la semaine du 17 mars. Et donc, on a décidé d'annuler quasiment 3 semaines avant en disant, il n'est pas question qu'on se retrouve, nous, que les Blancs riches à Zagreb, parce qu'on est confort dans nos systèmes hospitaliers. On savait pas encore que le nôtre pouvait cracher aussi, mais en tout cas, et donc voilà, j'ai été plongée moi là-dedans dans une vision très 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 européenne et même plus loin qu'européenne. Et donc voilà. Et donc en fait, je suis entrée en confinement. Quand je dis ça, j'ai l'impression de dire entrer dans les ordres un peu, mais plutôt que tout le monde, puisque justement, je suis rentrée de Belgique, puisqu'on n'est pas allé à Zagreb, on a quand même été certains à se retrouver à Bruxelles, et qu'il y avait une suspicion de Covid. Et donc voilà, le jour de mon anniversaire de mes 44 ans, j'ai commencé le confinement. Et du coup, par rapport à justement ce que je faisais avant, c'est-à-dire directrice de Chahut, j'étais extrêmement heureuse de pouvoir à ce moment-là, je ne sais pas comment j'aurais pu, bon évidemment j'aurais pu si j'avais été dans ce contexte-là, mais continuer à travailler, à prévoir sans pouvoir prévoir, enfin cette chose terrible qu'ont vécu les structures à ce moment-là, de défaire tout ce que tu disais Monique, et à la fois d'essayer de prévoir sans savoir où aller. Et moi et j'ai l'impression que c'est le travail de l'artiste, je me suis mise totalement à l'écoute de comment tout ça me traversait en fait. Et en laissant monter l'angoisse quand elle montait, en étant en empathie autant que possible, voilà, enfin bon bref, après toutes des choses que tout le monde a vécues. Et oh pardon, c'était moi qui parlais pas assez près. Pardon. Et puis après, j'ai passé beaucoup de temps en fait. J'avais pas de résidence à ce moment-là. Je parlerai un tout petit peu après du modèle économique de Charedos, mais j'avais pas du tout de résidence, donc j'ai pu m'arrêter complètement. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, juste à regarder les yeux dans le vague comme ça, à essayer de comprendre en fait ce qui se passait. Et puis beaucoup de temps à lire aussi, mais pas du tout à lire des trucs sur la pandémie, mais beaucoup plus à lire des choses sur l'état du monde, sur comment on rentre en résistance, sur voilà, tout un tas de trucs qui attendaient que je puisse les lire depuis très longtemps d'ailleurs. Et puis en fait, moi, sans anticiper sur les questions 2 et 3, mais en effet, mes modalités de travail, elles sont justement, moi, je voulais plus, quand j'ai créé De Chair et d'Os, je ne voulais plus être dans le speed du travail d'avant. Ça, c'était terminé en fait. Et surtout en devenant artiste. Donc en fait, les projets que je construis aujourd'hui, c'est des projets lents, qui durent donc entre 2 ans, 3 ans, qui sont avec très peu de partenaires. Donc en fait, les questions, j'ai pas du tout dû être, moi, je suis pas du tout dans un truc dans le triptyque production, création, diffusion, puisque moi, les projets que je fais, c'est quasiment que de la résidence, et puis après ça joue 3 fois, et comme c'est des projets écrits pour les contextes dans lesquels on est, de toute façon ça tourne pas, donc le problème n'est pas du tout celui de la diffusion. Et d'ailleurs les seules dates en fait moi qui ont sauté, c'est le projet que je fais avec Nicolas Bonneau et Noël Mamère, qui elles s'inscrivent en effet dans le triptyque habituel production, création, diffusion, mais sinon les autres choses, comme on est avec des partenaires qui sont très peu nombreux, très engagés, dont on est très proche, ça a été très simple en fait de reporter les résidences. On a même fait une des résidences Libourne, on l'a faite en confinement, on l'a faite début avril, parce qu'en fait on connaît aussi assez bien les gens, les habitants là-bas maintenant, parce que c'est la 3e année, pour pouvoir bosser au téléphone, donc on a bossé évidemment en visio, et alors évidemment c'était vraiment pas du tout, quand on a réussi en juin, on est revenu en résidence à Libourne, et quand on a retrouvé enfin les gens, c'était juste, il y avait une espèce de trucs très forts, quoi. Tout d'un coup, à pouvoir repasser du temps ensemble, enfin, c'était très soulageant, joyeux. Et donc, et une fois que, donc j'ai pas eu beaucoup de travail administratif à faire, tout ça, j'ai vraiment pu laisser le temps. Et ce qui était sûr, c'est que j'avais pas du tout envie de créer. C'est-à-dire qu'on a entendu plein de discours sur ça va être super, on va avoir le temps et tout, mais pas du tout. Moi, j'étais à sec et j'avais l'impression de pas... Enfin, c'est vrai que moi aussi, je suis très lente. Tu disais ça, Monique, tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment besoin de beaucoup sédimenter, voilà. Et j'avais voilà, vraiment besoin d'abord d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis, ce qui s'est passé au bout d'1 mois et demi de confinement, c'est qu'en fait, avec mes amis, on s'est mis à faire des espèces de performances dans l'espace public.
en fait, on a eu besoin de s'occuper de cet espace public qui était délaissé, qui était interdit même, qui était kidnappé. Et donc on a fait comme ça un certain nombre de choses, entre autres avec par exemple Julie Chaffort qui est vidéaste. Elle a fait un film pendant le temps du confinement et la semaine d'après pour le 1er mai, parce que c'était juste insupportable d'être le 1er mai et de ne pas être dans la rue, à 6h du mat, on a fait tout un tas de perfs comme ça dans Mériadec que personne ne voyait en fait. Mais la question, c'était celle de poser des actes, en fait, et de poser des actes sur cet espace. Et moi, ça m'a remise debout, en fait. À partir de du moment où on a fait ça, et puis qui étaient des choses, contrairement, on en discutait avec Sébastien tout à l'heure, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, on décidait de faire ça en une semaine, on le faisait. Il y avait un truc très, très, très rapide comme ça, complètement à l'opposé de la lenteur, moi, que je mets dans mes projets d'habitude, mais aussi des process hyper longs qu'on doit toujours mettre en place pour monter des projets. Et voilà. Et donc on a fait comme ça un certain nombre de choses. Et ça a été vraiment, vraiment salvateur pour moi. Et à créer des tas d'images dans l'espace public qu'on laissait. Par exemple, on a fait une grosse installation avec des fleurs qu'on a laissé se déliter comme ça après, en sachant pas qui allait la voir. En se refaisant évidemment 18 attestations d'affilée au crayon papier. Donc voilà, moi aussi je réponds un peu dans tous les sens, mais je suis au bout de ma réponse. Non, mais merci beaucoup. Non, mais c'est bien parce que c'est de la spontanéité et c'est super. Alors, est-ce qu'il y en a des... Je juste voulais compléter sur une chose qu'a dit Nadège. Une chose qui était bien pendant ce confinement, c'est quand on a travaillé justement sur les reports, etc., dans ce temps à prendre pour accompagner les compagnies, parce que du coup, dans ce confinement, quand on parlait de report avec les partenaires, parce que nous, les accueils qu'on fait en création, ils sont avec des partenaires, nous, l'IDAC, il y a aussi l'OARA, et du coup, on est sorti des règles d'intervention traditionnelle, et ces reports, ils étaient au plus près de là où en était la création et de la façon dont elle allait pouvoir se poursuivre en suivant. Du coup, ces règles d'intervention traditionnelles qui nous servent surtout beaucoup en fait, à aller vite et à choisir, et à vite poser les aides, on a pris plus le temps de les penser et d'accompagner les compagnies. Est-ce que le report se fait sur la saison prochaine, mais est-ce que ça ne serait pas plus judicieux avec plusieurs partenaires? Est-ce que ça intéresse le metteur en scène ou pas? Toutes ces conversations-là, tout ce temps pris pour accompagner au plus près le projet, ça, c'est une chose qu'il faut qu'on garde en tête et en mémoire. Je crois que vraiment, c'est à cet endroit-là qu'il faut être. Je parle du côté de lieu. Ouais. Il faut vraiment qu'on arrive. Alors, effectivement, on ne répondra pas aux 100 mails qu'on reçoit par jour. On ne peut pas, parce qu'on va passer effectivement plus de temps sur un projet choisi, à mieux penser et à mieux construire à plusieurs, avec des règles qu'on invente, en fait, pour ce projet-là, quitte à les remodifier pour le projet d'après. Et ça dans cette période qui n'était pas rigolote, ça, c'était bien. Oui, je te rejoins. Dans notre expérience à l'IDAC aussi, ça nous a sans doute permis aussi de se poser la question, de voir à quel endroit on pouvait être le plus utile pour nos partenaires aussi. Au-delà de nos procédures, nos process, nos tambouilles internes, parce qu'on a tous des mécanismes, c'est normal, mais de voir qu'est-ce qu'il fallait agiter comme curseur pour être à l'endroit le plus fin. C'est pas fini, d'ailleurs, mais ça a permis de mettre le doigt effectivement sur la possibilité de garder des principes, parce qu'il faut en avoir quand même. C'est pas, faut pas que ça soit un peu comme ça nous arrange, mais de pouvoir faire le pas de côté quand il est nécessaire et qui permet de faire avancer quelque chose. Nadège, je sens que tu as envie de... Non, mais c'est vrai que moi, la question des dispositifs et autres viennent figer en fait la façon dont on travaille ou dont on peut accompagner les projets. Et quand je parlais de liberté, c'était aussi pas mal à cet endroit-là en fait. C'est-à-dire que sur la question de confiance ou de pouvoir aller tester des choses, en fait, on a enlevé de la liberté à l'endroit artistique alors que c'est primordial. Et c'est primordial à l'endroit où nous on est, puisqu'on est intermédiaire, mais on est extrêmement lié à la création. Donc,
Du coup, si nous, on a nous-mêmes plus de liberté, en fait, forcément que ça se répand sur le reste, en fait. Donc, c'est vrai que si entre la question de la confiance et de l'expérimentation, on pouvait arriver à retravailler différemment ensemble, ça serait, du coup, je pense, déjà un bon pas. On a des questions, Gwenaëlle, je crois. Oui, alors plusieurs réactions par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la question de la création. Laura Velia dit « Et si le Covid devenait des chaînes qui nous rendent libres, hein, au sens où la contrainte peut être source d'accidents, de création et de nouvelles pistes ?» Ça fait écho à ce que Stéphane Braunschweig disait dans « Imaginer la culture demain » sur France Culture, où lui se projetait, pourquoi pas, sur non pas l'adaptation à des spectacles, mais de nouvelles créations, pourquoi pas, où les acteurs joueraient avec le masque. Et donc, lui, se projetait par rapport à ça. Je pense que, Lionel, tu pourras répondre tout à l'heure. D'autres réactions pêle-mêle, en tout cas, c'est un envie. Hein. D'autres réactions pêle-mêle, je vous les livre, et puis ça viendra infuser les échanges plus tard. Le collectif Les Créants dit « Quid des compagnies locales qui n'étaient pas encore inscrites dans des liens avec les opérateurs culturels, mais ayant la bonne idée d'entamer une création, la saison prochaine leur est-elle sacrifiée ?» Je pense que c'était une question peut-être plus pour ce matin auprès des opérateurs et des programmateurs, mais on peut quand même en parler. Et Pascal Lejeune de la Smart Company qui rejoint Monique. La question de la temporalité est importante dans la dynamique de création. Comment l'inscrire dans nos productions et relations avec les partenaires? Merci pour vos questions et réactions en ligne. Et puis on continue à les relayer au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre, intervenir par rapport à ces questions, ces remarques ou pas? Lionel? En tous les cas, juste pour le masque, faire des créations avec des masques, je crois que ça existe déjà. Mais... non, je crois que c'est... Enfin, il y a... Moi... Alors pour Façade, je vais pas faire la promo, mais j'avais une phrase, j'avais un défi, voilà, c'était créer de la proximité dans la distance. Voilà, on fait jouer des artistes derrière un mur, le public en haut et de l'autre côté, et pourtant il ne faut pas qu'on perde ce qui a fait, ce qui crée le lien du travail dans l'espace public, ce qui rapproche l'artiste avec le public. Donc c'est comment créer de la proximité dans la distance si effectivement ce Covid... et je pense que c'est un bon... En tous les cas, moi, c'est un bon point de départ pour mes réflexions. Et voilà, en tout cas, pour répondre à... Et ensuite, pour ces compagnies qui... moi, je me suis posé forcément la question si, sur le projet Façade, on est très bien accompagné, très bien accompagné. Et j'avais monté avec la compagnie Mougrelast un autre projet avant, qui a été moins accompagné. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que ce spectacle aurait été autant aidé, soutenu, où il y aurait eu de la solidarité comme pour Façade? Bien sûr, je n'ai pas la réponse, mais... Alors, je refais le lien avec ce que Monique et Nadège disaient tout à l'heure sur le calendrier. Excusez-moi, je fais une espèce de truc comme ça, mais ce qui a été très compliqué aussi à gérer, c'est les calendriers des équipes. Les calendriers des équipes. C'est-à-dire que d'un coup, tout est reporté. Les comédiens, techniciens travaillent avec d'autres structures. Donc, tout le monde reporte en 2021. Et on fait comment? En gros, c'est le premier qui, quand tu ouvres le matin le Google, tu te dis c'est pas possible. Les calendriers se remplissent sur des suppositions en plus. Donc, il a fallu un travail dans les équipes et avec les structures. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'écoute. C'est assez surprenant d'habitude quand on nous appelle pour programmer un spectacle et on dit on n'est pas dispo, il y a un comédien qui n'est pas dispo. Mais donc là, il y a eu du soutien et je pense que c'est une histoire en fait de comment on reprend le temps. Je reviens sur cette histoire de temps. Comment on a eu ces écoutes, comment on a pu en fait se reprogrammer des spectacles et comment ces créations qui devaient sortir cette année ou qui ressortiront l'année prochaine peuvent avoir leur place si on casse la structure, le modèle qu'on avait avant de programmation. Peut-être parce qu'en créant de la proximité dans la distance, peut-être qu'il faut peut-être qu'il y ait plus de programmation pour des publics moins... Peut-être, je dis moins de public, mais plus de rendez-vous pour justement
recréer ce lien et cette proximité. Voilà. C'était juste... Oui. Sylvie Violent, tu veux intervenir ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Nadège par rapport aux espaces de liberté et aussi au temps, que vous avez tous dit qu'il fallait qu'on retrouve du temps et des espaces de liberté. Comme Caroline, quand avec Opéra Pagaille, on a monté en une semaine la carte postale au balcon, la performance avec 18 personnes de l'équipe et tout ça en très peu de temps. Ça m'a éclaté en fait, j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire ça comme ça parce que c'est le moment, parce qu'on avait envie de dire ça aux gens à ce moment-là et que ça n'a pas pris 2 mois, 3 mois ou 2 ans, mais ça a pris juste une semaine. Donc, et en fait, je ne l'ai pas dit ce matin, mais à la fin du confinement, avec quelques collègues, directeurs de salles ou de festivals, on s'est fait un petit séminaire dans la campagne d'un jour et demi, et avec l'idée de fixer justement un peu sur le papier, puis entre nous, toutes les questions qu'on s'était posées, etc. Évidemment, cette question de se retrouver des espaces de liberté est apparue. Et puis là, on s'est dit, mais pourquoi on ne les a pas en fait ? Pourquoi on ne se les donne pas ? Et alors là, ce qui est apparu, donc c'est un peu... ce qui est apparu à ce moment-là, c'est qu'en fait, on était tous pris dans des, tu as appelé ça dispositifs, mécanismes hyper lourds, qu'il y avait Elisabeth Sanson à Chahut qui disait qu'elle faisait 20 dossiers de subvention par an. Donc, et moi j'ai compté, on doit en être à peu près à 20-25, on va dire, c'est un peu plus normal parce que là il y a une structure plus importante, mais quand même ça veut dire on fait des demandes de subventions, après l'évaluation des demandes, etc. Pour les compagnies c'est la même chose, et du coup on passe un temps infini quand même à faire tout ça, et je me disais mais à un moment donné pourquoi juste c'est un rêve, hein, un doux rêve, mais pourquoi on ne nous fait pas confiance à un moment donné, et puis voilà, et avoir des critères d'évaluation plus larges qui seraient pas tous les ans sur chaque demande, etc. Parce qu'en fait malgré tout ça prend énormément de temps, d'énergie dans nos projets. En plus, ça fixe, ça amoindrit la liberté parce que tout est dans des tiroirs, tout est dans des catégories. Et donc, il faut rentrer dans ça. Et c'est ce que tu disais quand tu appelais ça. D'ailleurs, on appelle ça dispositif. C'est hyper moche. Mais voilà, à chaque fois, il y a un nouveau dispositif qui réapparaît dans lequel il faut rentrer, etc., etc. Et voilà, donc je me dis, mais il faudrait vraiment qu'on arrête pour des fois quelques milliers d'euros d'avoir un travail incroyable à faire qui nous empêche de faire notre vrai travail, en fait, comme tu disais, discuter avec de vraiment accompagner les artistes, préparer, de se garder des temps pour accueillir le présent et faire des choses au présent. Enfin voilà, donc c'était un peu mon appel aux financeurs et collectivités territoriales, mais je sais qu'ils sont eux-mêmes bloqués dans des dispositifs. Mais moi, je veux bien réagir là-dessus, parce que je pense qu'en effet, moi, ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, c'est un peu ce que tu dis aussi, Lionel. Pour moi, tout le monde a parlé de solidarité à ce moment-là, et il y a eu une écoute, en fait, de la part de... En effet, d'habitude, c'est plutôt dans les jeux de pouvoir, c'est plutôt les collectivités qui ont le pouvoir, les programmateurs et les artistes qui se plient un certain nombre de choses sur les calendriers, les machins et tout. Et là, ça a retourné la machine. Et il y a eu beaucoup plus de... C'est toi, Monique, qui disait « au service d'eux ». C'est toi qui as dit ça tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a eu quelque chose de très fort. Et moi, j'en étais... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'était toi, pardon, excuse-moi. Pardon. Non, mais je sais que c'était toi, c'était pour vérifier. On a le droit de prendre les bonnes idées. Mais c'était très juste. Voilà, c'était très bien comme expression. Tu l'as dit. Ah bah voilà. Quelqu'un. Ah bah, non, bah oui. Bah. Bon, vous êtes super. Non, mais donc, et je trouve que c'est ça sans doute qui est très précieux à garder parce que, et en même temps, et on l'a tous vu là, dans une schizophrénie absolue. C'est-à-dire qu'on est tous en train de parler de ralentir, de machin, de moins de mails. Alors moi, en fait, je vais vous dire un secret. Quand on devient artiste, on a 10 mails par jour. Avant j'en avais 200.
Et ça, c'est un bonheur, mais immense, mais vraiment, hein, ça enlève une pression dans la tête qui est énorme. Donc bref, ça c'était une aparté, mais non, mais je veux dire, enfin, forcément, je pense que cette histoire du nombre de mails qu'on a dans les boîtes est pas du tout anodin, en fait, dans la pression énorme que ça génère dans les têtes de tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment un des symboles, en fait, de cette absurdité dont tu parlais tout à l'heure. Et pour moi, cette crise du Covid, elle est, et c'est un peu ce que tu disais, Lionel, il me semble tout à l'heure, un révélateur, en fait, de l'absurdité que je synthétise un petit peu les propos. Non, mais je veux dire, en fait, la crise, elle est déjà là. Elle est là depuis un bout de temps. La biodiversité s'effondre, les migrants sont obligés de changer d'endroit parce que les ressources s'amenuisent partout. Le Covid est un des révélateurs de cette crise qui est déjà là et pour laquelle, par ailleurs, on a toutes les réponses, en fait. On a toutes les réponses de comment il faudrait faire autrement. Et c'est ça, pour moi, l'endroit schizophrénique. C'est qu'en fait, l'endroit de pourquoi est-ce que... On les a toutes les réponses. Il faudrait prendre plus de temps. En vrai, il faudrait programmer moins. En fait, parce qu'il faudrait donner beaucoup plus d'espace et de temps. On sait comment faire, en vrai. On sait tous comment faire. Donc, la question, c'est quelle est la course à la rentabilité, Moi, je me rappelle discuter à l'époque où j'étais à HAU avec le TNBA sur le taux de remplissage. Mais quelle horreur, cette expression, le taux de remplissage d'un théâtre. Enfin, je veux dire... et voilà, pour moi, il y a quelque chose de... Enfin, je dis ça parce que je trouve qu'on est vachement dans des vœux pieux, là, tous à se dire, ouais, le monde d'après, c'est super et tout. Et en même temps, là, pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a repris au taquet, quoi. Et ça a repris de manière presque plus frénétique encore que ça ne l'était en février. Donc, voilà. On s'interroge. Là, comme tu dis, ça a repris, mais j'imagine qu'on n'est pas les seuls à se questionner, à s'interroger, et que peut-être, mais par rapport à ce que disait Sylvie sur les mécanismes, on fait partie d'une machine, c'est pas que la culture. Sur le programme est moins, moi, par exemple, je me suis senti... Alors, moi, contrairement à Caro, moi, je me suis vraiment senti... je ne pouvais pas... sortir dans la rue et faire des impros de poésie ou de quoi que ce soit, j'étais un peu tétanisé. Même je me demandais, j'avais plutôt le réflexe de vouloir vraiment rien faire. En fait, j'étais vraiment tétanisé, quoi. Mais je me suis posé la question, c'est quand même dingue que je suis un artiste, enfin, soit disant, voilà, j'ai un bulletin de salaire où il y a écrit metteur en scène ou comédien et en fait. J'habite à un endroit et je joue où quand je devrais pouvoir jouer chez moi, je joue pas. Déjà, je suis tétanisé, j'ai peur, mais je joue où, en fait? Je joue à Vieux-Condé, je vais jouer à Chalon-sur-Saône, je vais jouer en Bretagne. Et pourquoi je joue pas chez moi? Alors après, on sait très bien la difficulté, les petites communes, l'accompagnement. Ce que je veux dire par là, c'est que... cette machine, cette grosse machine, quand on a les solutions, on les a. C'est juste que la machine nous interdit. Elle nous ramène toujours à cette question de il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on gagne un peu d'argent, et donc il faut bien qu'on mange, et donc on rentre dedans, et même si on essaie de rester libre en faisant des choix, on est quand même pris là-dedans. C'est difficile de réquisitionner une équipe, de se dire ce spectacle, on va aller le jouer gratos là-bas, en bas de chez moi, on va aller jouer gratuitement. C'est pas toujours simple. Non, mais je dis pas que ça l'est. Non, je dis pas ça pour toi. Je m'appuie sur toi parce que je me suis. Non, excuse-moi. Non, je m'appuie sur. Ouais, t'as dit absurdité. Non, mais ça c'était Nadège. Ah mince. Voilà, et ça, je trouve que c'est intéressant. Je trouverais intéressant qu'on s'interroge peut-être aussi sur... c'était ce matin, ça, la diffusion, non? C'est ça? Mais c'est lié, c'est lié. On a des réactions, des questions après... Si, ça doit marcher normalement. C'est bon, technique, ça va là-bas? Vous l'entendez? Non. Alors, micro de remplacement.
Bonjour, Samantha Gracian, compagnie Ideals Théâtre. Moi, je voulais juste rebondir sur une des choses qui a été dite par une des personnes que Gwenelle a lues, par rapport à la situation assez anxiogène pour les petites compagnies. Parce que nous, par exemple, on est une compagnie qu'on pourrait nommer, qu'on pourrait dire de naissante, puisqu'on n'a même pas 2 ans encore, qu'on a une première création qui, grâce, pour le coup, au confinement, grâce à tout ce qui s'est passé, on a eu la chance de pouvoir être pris en résidence dans un lieu qui ne pouvait pas nous accueillir normalement parce qu'il y avait un festival qui se passait en même temps. Donc on a surfé la vague sur certains moments et puis d'autres fois ça a été un peu plus compliqué. Et en fait, nous, on avance sans aide pour l'instant puisqu'on est inexistant, on démarre, ce qui est normal, on est tous passés par là, je pense. Et la seule façon d'être vu à un moment donné, c'est parce qu'il y a des théâtres, de petits théâtres qui ont misé sur nous pour l'automne et que ces théâtres-là sont des petits théâtres et ne savent même pas si eux-mêmes ils vont survivre. Donc du coup, on se dit, ok, super, on va jouer à l'automne et puis peut-être que pas en finale, on n'en sait rien. Et donc du coup, c'est très compliqué, nous, de se dire est-ce qu'on va survivre ce peut-être deuxième vague, puisqu'on parle de deuxième vague de confinement. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore claires. Et du coup, on est vraiment dans une situation, nous les petits, on va dire, parce qu'on ne sait pas si les lieux qui misent sur nous vont survivre. Et du coup, par effet boule de neige, est-ce que nous-mêmes, on survivra ? Oui. Merci. Christelle, tu voulais aussi intervenir ? Oui, donc Christelle Pernon, bureau de production Carré Vivant situé à La Traîne. On travaille avec des équipes principalement néo-aquitaines. Je voulais revenir à cette question du temps dont vous avez tous parlé, qui est effectivement un vœu pieux. Il nous a été imposé pendant ces 3-4 mois et certains d'entre nous ont eu la chance de pouvoir le prendre. Ce n'était pas forcément mon cas, sauf dans des rencontres professionnelles en ligne. Mais Christophe Azémal disait la semaine dernière, est-ce qu'en ce moment on n'est pas en train de reprendre ou est-ce qu'on n'a pas gardé nos mauvaises habitudes, puisque j'ai la sensation que les saisons sont reparties, se sont programmées comme avant la période Covid, et que finalement la plupart des programmations étant déjà bien avancées au mois de mars où tout s'est arrêté, beaucoup de lieux et c'est super, ont reporté tous les spectacles qui étaient prévus sur le dernier trimestre. Mais au final, on arrive à un embouteillage énorme, notamment sur le premier trimestre de la saison 2020-2021. Et certains artistes qui tournaient déjà beaucoup en arrivent à limite à avoir des saisons où ils étouffent. Moi, c'est le cas avec certains artistes avec lesquels je travaille. Ils avaient déjà des temps de pause, sauf que ces temps de pause, ce sont ceux qui ont été utilisés pour mettre dedans les reports. Donc en fait, la saison devient complètement dingue et pire qu'avant. Et par ailleurs, j'ai remarqué, donc comme ce sera surchargé, un directeur de scène nationale m'a déjà demandé de reporter des temps de création en me disant, mais en fait, le temps que vous preniez dans ma salle à ce moment-là, c'est le temps que j'aimerais mettre à disposition de mes équipes pour qu'elles soient au repos. Parce qu'avec tous les reports qu'on a faits, elles n'ont plus de temps de repos, équipe technique, équipe administrative, et donc finalement ce sont les temps de création qu'ils ont décidé de reporter. Alors il se trouve que dans ce cas précis, ça ne remet pas en cause la création puisque ça peut se reporter sans souci sur la même saison. Mais moi je suis très inquiète, en tout cas ça me pose des questions sur les lieux de diffusion et la disponibilité des équipes aussi pour aller découvrir l'émergence. Parce qu'ils s'ils ne sont plus disponibles aussi pour tous les accueils, les multiples accueils qu'ils auront à faire la saison prochaine, auront-ils vraiment le temps de suivre l'émergence et de continuer à le suivre comme il le faisait avant, étant donné que là, il y aura d'autres impératifs de répondre à une saison, pour la plupart, beaucoup plus chargée qu'avant. Sans se poser la question encore aussi de ce que le public sera présent ou pas. Ça, c'est un autre... T'as raison, c'est une autre question. Voilà. Et c'est une autre... un autre constat que j'ai effectivement fait aussi pendant le confinement, c'est que la visio a été beaucoup développée, mais je voulais juste faire une remarque en disant de faire attention aux envies impérieuses de faire des présentations de projets par le numérique. On fait quand même du vivant avant tout, et il y a certains lieux, labellisés, CNAR ou autres, qui ont vraiment mis ça en place, et parfois ce qui était proposé n'était pas vraiment de qualité, n'était pas très positif pour la compagnie qui présentait son projet, parce que les conditions n'étaient pas requises, ou en tout cas le numérique n'était pas assez bien maîtrisé pour que le projet soit présenté et soit assez bien mis en valeur. Donc je voulais juste dire attention à cette dérive potentielle qui est en train d'arriver. C'est un sujet autre, mais qui en tout cas est important pour les artistes en création. Oui, tu as raison. On va passer le micro à Sébastien.
Ça a été évoqué aussi plusieurs fois, des fois, le fait que des fois, le contexte nous amène à faire autrement, mais effectivement, il faut faire attention à ne pas essayer de faire coûte que coûte comme avant, parce que c'est un peu un puits sans fond. Si jamais ça devait durer, on va aller de plus en plus vers cette question d'absurdité, pour le coup, puisque même si on a bien réagi, je suis peut-être trop optimiste, sur la question de l'urgence auprès des compagnies, des opérateurs, dans un premier temps, avec une forme de solidarité institutionnelle. Si jamais ça dure, on comptera ceux qui restent mobilisés quand même. On a quand même un gros risque à cet endroit-là. Donc de toute façon, ça nous amène forcément à aller vers du autrement, en attendant de pouvoir faire des choses qui correspondent à la réalité de ce qu'est créer un spectacle, une création, sans répondre à une commande sanitaire, technique, politique, et garder cette liberté de création. Donc tout ça reste effectivement entier, quoi. Et la question de l'émergence que tu poses, elle est fondamentale sur cette disponibilité. Et Nadège, tu l'as évoqué aussi. Comment faire, comment ralentir cette machine, reprendre le contrôle, c'est effectivement une vraie problématique. Sébastien Laurier, tu voulais intervenir ? Oui, je suis Sébastien Laurier, donc je suis auteur, comédien et directeur artistique de la compagnie L'Espèce Fabulatrice. Et je vais rebondir par rapport à ça sur le monde d'après et le monde d'avant. Et en fait, ce que je ressens là, le monde d'après, ça va être le monde d'avant. Enfin, vous êtes déjà reparti dans le monde d'avant. La seule possibilité de sortir du monde d'avant, c'est d'être dans le moment présent, dans le présent, dans l'ici et maintenant. Et l'ici et maintenant, c'est voilà, on est à la création de l'incertitude. C'est vivre avec l'incertitude en fait. Et pour rebondir par rapport à ça, donc les pangolins nous mettent face à une incertitude mondiale où on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et c'est à la fois effectivement, je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, ça nous met face à ça et à cette fragilité et la vulnérabilité. Et moi, je crois ici dans cette table, je dois être la compagnie la plus fragile, la plus vulnérable, parce que j'ai été arrêté en plein moment du confinement avec... je terminais quelque chose, mais après, il n'y avait pas de tournée. J'ai pas de tournée, pas de création, etc. Et en fait, voilà, c'est aussi normal. C'est aussi normal d'apprendre à vivre, j'ai l'impression, avec l'incertitude. Je ne veux pas être naïf ou trop utopique, mais vivre avec l'incertitude. Enfin, on crée nos réalités, en fait. Et la réalité de repartir des 200 mails par jour, des 300 mails par jour, vous allez repartir avec vos 300 mails. Et vous allez devoir faire avec ça. Alors, donc, ça va, comment ça va changer ça, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de solution, réellement. Par contre, à mon endroit, ce que je peux dire de création, c'est qu'il y a aussi l'histoire de peur. Alors moi, je n'ai pas du tout eu peur. En fait, j'ai pas été sidéré ou etc. Par contre, parce que j'ai l'impression que c'est ma vie. En fait, c'est nos vies d'être dans le pas savoir, de rien savoir, et que dans 6 mois, mais dans 6 mois aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais dans 3 mois en fait. Enfin, si dans 3 mois je sais, mais dans 6 mois je sais pas. Et peut-être qu'il y a des spectacles qui vont se faire, peut-être ça va rien arriver. Et en fait, c'est pas cool. Mais c'est avec ça qu'on vit, en fait. C'est ça qu'on a choisi comme, en faisant ce métier. Pas diffuseur ou directrice de salle, hein, mais en faisant ce boulot. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi... Moi, je viens du texte, et du coup de l'écriture de texte. Et c'est vrai que le spectacle vivant, je suis d'accord, a voulu absolument vivre, exister par les réseaux sociaux. À un moment donné, c'est vrai que, mais les gars... Il faut être ensemble sur un plateau, il faut parler, il faut machin. Si on n'a pas ça, on peut pas exister, quoi. Enfin, ça se fait pas le théâtre ou le spectacle vivant. On peut inventer des trucs. Alors soit on fait de la comédie, effectivement, ou on réinvente la comédie avec les masques. Mais sinon, on peut pas. Donc c'est le temps effectivement, c'est le temps du rien. C'est le temps. Et ouais, on est face au rien, on est face au vide. Et peut-être que ça va mourir. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont mourir. Et par contre, moi, ça nous a mis, je pense, face à ça, face à la mort, beaucoup, de mort symbolique, mais mort réelle aussi, et que c'est à traverser, en fait. Donc c'est à traverser, mais bien sûr qu'on va renaître. La vie, on en parlait avec Caroline, la vie est un éternel recommencement, et c'est comment on pète le cercle pour le faire en spirale et transcender. Mais, pardon, c'est un peu philosophique, hein, ce que je veux dire. Je suis désolé,
par rapport à la... Ah ouais, ça va, donc tu vois. Non, mais c'est ça, on est là pour ça. On ne doit pas s'adapter dans nos créations, dans nos désirs, dans ce qu'on veut, mais et comment couper ce cercle vicieux? Je pense ça parce que moi, je fais partie des gens qui envoient les mails, qui ne reçoivent pas les mails. Tu vois, les réponses. Je fais partie des 200 mails. Et je me dis, mais ça va continuer. Ça ne va pas continuer. Mais en même temps, c'est pas grave. On va continuer. Samantha, comme nous, on va... Et puis, s'il y a un truc qui ne continue pas, on fera autre chose. Quand je dis on fera autre chose, je ne vais pas vendre des tomates, moi. Je sais aujourd'hui, et puis peut-être, mais... Enfin, je les ferai pas pousser, parce que... Bref. Mais tout ça pour dire qu'on est vraiment à cet endroit-là. Et dans ça, je voudrais remercier, parce que ça a été... Mais peut-être on est passé à la deuxième et troisième question. Non, mais ça continue. Ouais, mais d'ailleurs, parce que ça me fait penser au travail que tu as commencé aussi, sur lesquels on a pu échanger ensemble. Le fait de vivre tout ça t'amène aussi à aller vers un ailleurs, hein, avec bien sûr, le projet de la Bulle à rêve aussi, d'ailleurs. Oui, parce que moi, quand j'entends, voilà, on va dire la grande culture, qu'on dit la culture doit se réinventer, on est en panne, etc., je dis, mais je ne suis pas en panne, en fait. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut prendre soin de nos rêves et que nous fabriquons donc nos réalités, que nous rêvons nos réalités, et que, voilà, faisons les bons rêves, et comme ça, nos réalités seront meilleures. Et donc, ça fait 3 ans que je travaille sur cette idée. Et j'ai plusieurs pistes, voilà, comme une source, et puis ça donne plusieurs fruits. Et là, j'ai dit, mais moi, je peux partir avec mon vélo, ma boîte aux rêves, et je peux aller collecter les rêves des gens. Je peux respecter tout ce que vous voulez, et puis on en fera un truc. Je ne sais pas quoi encore, ça sera le temps, on verra. Mais je ne voulais pas partir non plus. Je suis aussi artiste officiel, on va dire. Donc, j'ai besoin aussi d'avoir... parce que si j'arrive tout seul sur un marché avec mon truc, je suis un vagabond. Et donc j'appelle Philippe Sanchez de l'IDAC pour dire, pour commencer à discuter, et de devenir écrivain public de rêve. Et j'ai pas envie non plus d'être tout seul, parce qu'aussi, par contre, la Covid nous a fait penser que c'était vachement bien qu'on soit ensemble et qu'on fait des choses où on est ensemble. Et on a besoin des uns des autres et on peut rien faire tout seul. En tout cas, on ne fait rien tout seul. Et quand on est auteur, on peut. Mais quand on fait du spectacle vivant, on peut pas. Et voilà. Et du coup, de cette idée-là, ça a permis ça. En fait, que je t'appelle et que tu me dises, mais c'est bien, mais reviens dans un mois, avec là, il faut qu'on réorganise tout, etc. Vous avez tous été comme ça, super. Mais super, comme à l'école, comme à l'éducation nationale, les profs, tout le monde a assuré, je trouve, comme des bêtes à travailler avec nous. Non. C'est formidable quand même. C'est dur. Mais Et du coup, un mois plus tard, naît un nouveau projet qui va naître dans 10 jours. D'un espace-temps en fait où on va poser pendant 3 jours avec l'aide de la ville de Bordeaux aussi un espace-temps pour prendre soin des rêves des gens avec Yannick Ancher, un autre auteur. On sera les écrivains publics des rêves du quartier, et puis le 3e soir Laetitia Andrieux nous rejoindra et on fera une veillée de rêve. Ça, peut-être, mais on va vivre avec ça pendant des années et que ça va faire des petits, puis peut-être qu'il y aura d'autres gens, etc. Peut-être que ça va être un one-shot. Franchement, et ça va dépendre aussi de quoi? Du monde d'avant, hein. A priori, du truc un peu, production, diffusion, création, voilà, diffusion, pardon. Soit ça va se faire autrement. Et peut-être que toutes ces interrogations qu'on se pose là, peut-être, moi, ça me réjouit en fait de voir que toutes ces interrogations naissent et dire, merde, on est embarqué dans des dispositifs, des trucs, comment on peut faire autrement? Moi, je veux dire, super. Tu nous embarques dans tes rêves. On a des réactions, je crois. Gwenaëlle, je te laisse éteindre le micro. Merci Sébastien de mettre de la poésie dans tout ça, parce que c'est important. Pour réagir à ce que Sébastien disait sur on ne peut pas créer seul, dans des interviews de professionnels qui sont relayées par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, par des petites fiches, des courtes interviews, je vous invite vraiment à les lire. Le chorégraphe Nicolas Chapoulier de la compagnie Les 3 points de suspension disait « Je ne crois pas à la créativité des artistes seuls, je crois en la créativité des intelligences collectives ». Et pour boucler sur ce qu'on disait ce matin, il conclut son interview par « Programmateurs et artistes doivent travailler ensemble ». Je pense que c'est une des questions qui peuvent animer le dernier temps de ce Summer Camp sur demain ou aujourd'hui ou après-demain, je ne sais pas.
qu'est-ce qu'il faudrait ou qu'est-ce que vous aimeriez voir se mettre en place à votre niveau, puis au niveau de vos secteurs d'activité? Grande question inspirante. Quelqu'un a envie d'essayer de répondre, de tenter d'amener des éléments de réponse à Gwenaëlle, qui élève le débat, hein comme à son habitude. Non, tu vois, tout a perché. Si, moi je veux Si, bien. Mais de toute façon, Caroline. je suis sûre qu'on a tous des trucs à dire, c'est sûr. Alors, vas-y, Caroline. Vas-y. Non, mais on vient déjà de faire un gros morceau là sur la question de qu'est-ce qu'on a envie de construire. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre, en effet, En tout cas, moi, ce que j'essaye de faire deux choses. Dans la méthodologie, d'abord, j'essaie en effet de travailler, de déjouer un peu les jeux de pouvoir que j'ai vu beaucoup à l'œuvre entre programmateurs, programmatrices, artistes, collectivités. Enfin voilà, d'être. Mais bon, c'est des essais. Mais en tout cas, en travaillant avec des gens sur 3 ans, on arrive à creuser une relation de confiance et prendre le temps d'une relation qui fait qu'on prend le temps des bilans, par exemple. Enfin, je veux dire, ça, c'est quand même un minimum, quoi. Moi, j'étais hyper choquée de ça les dernières années à HAU. Plus personne ne voulait faire de bilan sur rien, parce qu'on était déjà sur le coup d'après, en fait. Alors que moi, j'aime prendre le temps de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on travaille mieux, le fait de regarder tous les accords tacites, tout ce qui ne va pas, tout ça. Et après, moi, j'essaye de travailler sur 2 choses. D'une part, le fait de... Je crois fondamentalement, mais depuis toujours, à la puissance des récits, de comment les récits, les histoires qu'on raconte sont capables de changer notre vision des choses. Et je pense que par rapport au monde qu'on a envie de construire demain, mais à nouveau qui pour moi n'est pas monde d'avant, monde d'après, qui est vraiment lié à toutes les crises dont je parlais tout à l'heure, enfin la crise écologique qu'on va se prendre là de plein fouet. Comment est-ce qu'on raconte des histoires qui font que les solutions qu'on a tous, comme je le disais tout à l'heure, on se rend compte qu'on les met en œuvre, quoi. On ouvre des portes d'imaginaire pour ce... Je vous donne un exemple, il y a un bouquin génial qui s'appelle Ecotopia, qui a été écrit dans les années 75. Et en fait, ce bouquin, il raconte que la Californie a fait sécession et qu'ils sont devenus un État complètement écolo. Et par exemple, dans cet état, ils font un truc génial, c'est que quand il y a, pour qu'un nouvel objet ait le droit d'exister, donc tout est recyclé, etc., tout le monde est polyamoureux, tout ça, enfin c'est vraiment un monde parfait. Et pour qu'un objet puisse être, un nouvel objet puisse être, je sais pas comment on dit, avoir un label, ils mettent 10 habitants ensemble et il faut que tout le monde, sans aucune compétence mécanique, soit en capacité de le réparer. En fait, moi, quand je lis cette histoire-là, tout d'un coup, je me dis, putain, mais en fait, c'est évident, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et donc, je pense que les récits qu'on peut produire, main dans la main, en effet, collectivité, artistes, programmateurs, enfin voilà, sur ce travail ensemble qui est nécessaire. Enfin bon, voilà. En fait, comment est-ce qu'on peut travailler à ouvrir des portes ? Et ensuite, l'autre chose sur laquelle moi j'essaie de travailler, c'est de soutenir ou de créer, mais c'est plus souvent soutenir des réseaux de proximité qui ne soient pas que des réseaux de connivence, qui ne soient pas que de l'entre-soi, en fait. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai envie de continuer à faire. Merci, Caroline. Très bien. Lionel, tu veux réagir ? Je ne sais pas si je vais répondre à côté ou pas, mais peu importe. Mais moi, je crois que c'est la diffusion. C'est vraiment une chose que je pourrais avoir retenu de tout ça. C'est plus on est nombreux, peut-être que plus c'est compliqué. Donc peut-être justement, si on revient un peu à la source, c'est finalement à qui on s'adresse, qu'on soit programmateur ou qu'on soit artiste, et comment on s'y adresse, comment on s'adresse au public. Et par exemple, je vois moi dans mon petit village, il y a quelques spectacles dans l'année, très peu, et toute ma rue, quasiment toute ma rue, ils n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre. Et je crois que
je crois que peut-être je devrais faire des spectacles plus intimes pour ma rue, mais je veux dire que peut-être comment on peut aller en moins grand nombre proposer un artiste, des œuvres, amener des points de vue, de la poésie dans ces endroits où elle n'arrive pas, en fait, où elle n'arrive pas à arriver. Du moins, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à arriver. Donc voilà, ça revient avec ce que je disais tout à l'heure, où je me suis interrogé à me dire, mais finalement, je suis comme un con dans mon appartement, alors que je pourrais peut-être faire quelque chose que je n'ai pas fait, mais bon. Monique, c'est un peu des questions que tu te poses aussi, j'ai l'impression, Oui. que ça me fait penser indirectement à Fortune Cookie. Bien sûr. En fait, c'est aussi une façon de rebondir. Parce que tout à l'heure, Sébastien, tu disais, on ne sait pas ce qu'on sera demain. Ça, c'est sûr. Si on est un peu sage, on ne sait même pas ce qu'on sera cet après-midi. Enfin, voilà. Par contre, ce que tu démontres, c'est que ce qui est important, c'est de se projeter, même si on ne sait pas. C'est cette énergie qui fait qu'on se projette devant et qu'on se dit, je vais vers quelque chose. Je ne sais pas si j'y arrive, mais j'y vais. Et alors peut-être parce que c'est au double endroit, il y a le Globe et puis il y a moi qui fais des projets artistiques comme metteur en scène. Moi, ce qui m'a mis en mouvement, c'est le côté artistique, parce qu'effectivement, je crois que dans cet axe-là, on peut projeter des choses. Donc effectivement, moi, tout d'un coup, il y a ce projet qui a pris corps, mais qui travaille à un endroit que moi j'aime bien travailler, qui est de la relation proche, la proximité, l'intimité, et comment... Là, on peut renouer avec l'intimité. Donc, cette idée de Fortune Cookie, elle est venue de ça, mais c'est un spectacle, un spectateur, un acteur. Donc, effectivement, on sort des taux de remplissage. On n'est vraiment plus du tout dans cette pensée-là. On est juste dans l'acte de création, comment on l'adresse à une personne et comment il peut le recevoir, etc. Et donc là, rebondir, parce qu'effectivement, on peut se projeter. En tout cas, moi, je sais qu'on va trouver des solutions avec les auteurs, avec les artistes, on va trouver des solutions et on va le faire. On voulait le faire plus vite, on était obligé de le reporter un petit peu parce que les auteurs le temps de l'écriture est un peu plus nécessaire mais on va trouver des solutions pour à un moment être au contact avec une personne. On va y arriver et avoir une relation artistique. Par contre, pour un lieu, si je reprends l'aspect Globe, c'est vachement compliqué parce que on a un outil qui est à l'opposé, tu disais, la distanciation sociale. Nous, ce qu'on travaille, c'est le rapprochement social. Donc là, on fait waouh, on fait quoi de notre outil, quoi. Alors effectivement, l'option qu'on a prise nous sur la saison prochaine, qui est en plus une saison particulière parce qu'en plus le Globe est en travaux, donc la salle n'est pas très opérante, elle va être fermée. Et du coup, on intensifie les résidences. Donc les résidences avec donc pour le coup des jeunes équipes. Et puis, alors, il y aura sortie ou pas de résidence, ça dépendra du Covid. Mais en tout cas, on va se débrouiller pour faire le maximum de résidences, pour que les maximum d'équipes qui puissent venir bosser dans notre studio. Et puis, on trouvera, pour ceux qui veulent faire des sorties de résidence, si on ne peut pas, je sais pas, on essaiera d'autres formules, on fera, voilà. Mais on est parti là-dessus. Mais la projection, elle est plus complexe quand même, parce qu'on a un outil. Et puis, on a tout et qui est beau. Je veux dire que c'est beau le rapprochement social quand même, vraiment. C'est quand même, on travaille pour un beau truc, quoi, quand même, quand on en a envie. C'est qu'on fabrique des rendez-vous, en fait, nous, en gros, tous. Les artistes et les lieux, on est des fabricants de rendez-vous. Et là, on nous dit, le rendez-vous... Et se projeter à cet endroit-là, c'est plus difficile. Et je crois qu'artiste, on peut contourner, alors jusqu'à une certaine limite, puis jusqu'à une certaine dose de temps, parce qu'aussi, à un moment, on va avoir envie de réinventer ailleurs, mais c'est plus souple. Donc nous, non, mais c'est juste un témoignage. Et pour le coup, voilà, on a investi dans les résidences sur la saison prochaine parce que c'est incertain. La résidence, a priori, on va pouvoir les mener. Les rencontres avec les spectateurs, dans le lieu, on ne sait pas. Moi, je voulais juste aussi, par rapport à ce que tu as dit sur les médias, alors j'ai pas bien compris l'exemple que tu as donné sur qu'il y a des compagnies à travers un CNAR qui ont proposé... sur les questionnements qu'on se pose par rapport aux liens au public et par rapport aux médias sociaux, voilà. D'ailleurs, on pourrait se poser la question pourquoi ils ont utilisé le mot distanciation sociale. Mais par exemple, moi, ma sœur, on se voyait sur, je sais pas quoi, WhatsApp, et on crée du lien, je veux dire, par de l'image. Et donc, comme tu l'as dit, en fait, je crois qu'il faut surtout qu'on s'interdise rien, d'explorer rien, de tout explorer, par rapport aussi à ce que tu disais sur les chemins, et que l'écran
l'écran, enfin, c'est pas la télé peut-être peut-être la télé tue le vivant, enfin le truc qui est pas en direct, mais que le lien aussi peut peut-être se faire par enfin moi ça ne m'inquiète pas que ça puisse se faire par un écran, par exemple, qu'il y ait des échanges, parce que quand je suis avec ma sœur, on est dans le direct, on est dans le vrai, on est ensemble, on crée du lien. Et je dis ça pour dire que tout est en fait dans ce qu'on peut créer demain, dans la manière dont on peut recontacter avec être en contact avec le public. Après, peut-être que la technique est améliorée. Et moi, je dis ça aussi par rapport à mes gamins. C'est un truc tout con, mais les pauvres, je les oblige depuis qu'ils sont nés à regarder les Coupes du Monde ou les Coupes de foot. Ils en ont rien. En fait, ils n'aiment pas le football. Et à la rentrée dernière, ils m'ont demandé, je les appelle pour manger, ils m'ont demandé ils voulaient regarder un truc sur Internet qui était un championnat du monde d'un jeu vidéo. Et au départ, je leur ai dit, bah non, vous n'avez pas regardé l'ordinateur. Puis après, je me suis rendu compte que quand il y a un match de foot, on a le droit de manger une pizza devant la télé. Donc je leur ai laissé regarder leur truc. Et que, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des technologies et qu'eux, ils sont en avance aussi, ils perçoivent des choses différemment que nous, que l'écran, la manière dont on l'utilise aujourd'hui, peut aussi créer du lien et du contact direct avec le public. Voilà, c'est ça que par rapport à ce que tu avais dit, alors c'est pour ça que je te redemandais précision sur ce que tu avais vu. Allô ? C'était Christelle qui en parlait tout à l'heure. Ça marche ? On m'entend ? Oui, en fait, mon inquiétude était juste venait du fait que ça avait été un peu fait à tout va, sans qu'il y ait d'exigence sur la qualité en fait de la vidéo. C'est un métier. Elisabeth Sanson le disait encore la semaine dernière. C'est un métier, c'est un savoir-faire, et peut-être parfois des équipes ou des réseaux de diffusion, en tout cas des projets. N'ont pas mis, en tout cas, je trouve le niveau, au niveau de la vidéo, comme c'est fait aujourd'hui d'ailleurs merveilleusement bien avec Dask d'ailleurs, le niveau n'était pas là dans ce qui était présenté sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou ce soit via Zoom, ou quelles que soient les plateformes de discussion et d'échange. Donc ce que je voulais dire, c'est que ça ne mettait pas vraiment en valeur la proposition artistique qui était présentée sur comme on faisait jusqu'à présent, des visionnages d'extraits parfois sur plateau. Là, c'était filmé, mais de manière assez... pas qualitative. Ils n'étaient pas en contact direct avec le public, ils étaient non, plus en présentation de projet. Ça peut être fait, c'est très bien, c'est vraiment chouette de pouvoir se dire je peux, avec ma proposition artistique à cet endroit-là, montrer des extraits ou échanger peut-être avec des programmateurs du territoire national, voire international. Je peux présenter à ce moment-là mon projet, mais il faut vraiment que les moyens soient mis pour que ce soit fait de manière qualitative et que ça ne desserve pas le projet artistiquement parlant. Ouais, je peux juste rajouter un truc, je sais que c'est l'heure, mais je pense que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais même, moi je vois plein de rendez-vous là qui finalement se font en visio parce que tout le monde a pris l'habitude de la visio et qu'on se voit plus en vrai, parce que comme ça on gagne du temps, mais du temps pour faire quoi en fait ? Si c'est du temps pour ne plus être ensemble, précisément ce qu'on disait avant, moi je pense que ça pose quand même question, parce que aussi avec ta sœur vous avez déjà un lien, alors que quand on n'a pas créé de lien avant, par la visio, on le crée. Moi, je pense qu'il faut faire hyper gaffe. Ah oui, tu as raison avec ça. Bon, là, le temps passe. Est-ce qu'il y a des réactions ou pas ? Parce que c'est vrai que... Ah, on a des réactions. Sylvie, et puis... Oui, moi, je voulais juste... parce que tout d'un coup, la rue de Lionel et puis tes rêves m'ont évoqué un festival au Liban... qui s'appelle Nous les voisins et la lune, et qui se passe dans leur rue à eux. Ils font un festival dans leur rue. Et du coup, du Liban, je suis passée au temps, parce qu'on en avait parlé aussi avec Caro, mais aussi avec Londa, où les artistes dans certains pays sont toujours dans la situation où nous, on est en ce moment. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui se passera dans 2 ou 3 mois. Et que eux, quand on travaille avec eux, etc., c'est compliqué à l'inverse, parce qu'ils ne savent pas prévoir 1 an et demi à l'avance. On leur demande des fiches techniques pour les accueillir. Ils disent non mais attends, on n'a même pas commencé à répéter là, on va pas. Et donc je me disais qu'on a aussi, je l'ai dit ce matin par rapport à l'international sur la programmation, mais je le redis par rapport aux artistes qui travaillent ailleurs, dans d'autres pays, qui ont moins de confort aussi et qui ont beaucoup plus d'incertitudes
sur leur contexte, qu'on a aussi à discuter avec eux et à apprendre d'eux comment justement ils gèrent ça. Et que, ok, c'est pas confortable, mais il y a quelque part aussi des fois des choses qui se passent et qui sont beaucoup plus spontanées et plus reliées à la société et plus engagées des fois parce qu'ils sont un peu plus dans l'ici maintenant. Et je me disais que ça valait juste le coup de continuer à regarder encore une fois un peu plus loin que notre contexte français. Oui, merci Sylvie. On a une autre intervention. Merci. Tom Phoenix, comédien et directeur de la Compagnie Coupable. Donc moi, je fais partie des 200 mails aussi, comme peuvent en témoigner Lidac ou Sylvie et Monique. Du coup, je vais reposer des questions qui auront peut-être pas de réponse, mais c'est pas grave. J'ai la sensation qu'en fait, il y a quand même il y a un grand cloisonnement entre plein de choses à plein d'endroits dans notre métier qui fait que finalement, cette souplesse qu'on voudrait avoir, peut-être, des fois, on ne peut pas l'avoir. On a beaucoup de difficultés à l'avoir. Tout à l'heure, vous disiez, par exemple, c'est vrai que si on avait moins de dossiers de subvention à faire et qu'on avait plus de confiance, on pourrait plus vite agir. Nous, on dit la même chose des lieux. On se dit, s'ils me faisaient confiance, on pourrait peut-être plus facilement faire la programmation, enfin faire une création et rentrer dans le vif de ce qu'on a envie de dire. Et en fait, c'est vrai que ce cloisonnement permanent entre institutions, opérateurs, compagnies, nous-mêmes, on est redevables envers les artistes qui, des fois, nous disent, et là, pendant la crise, moi, pour l'intermittence, finalement, l'année blanche a sauvé, mais je vais avoir besoin d'heures, comment on fait, alors que nous, on n'a peut-être pas été payés. Enfin, et il y a toutes ces strates qui sont plus ou moins poreuses, plus ou moins frictionnelles, qui posent souci et qui font que l'échelle est très dure à monter en fait. Finalement, il y a et par contre on la redescend très vite. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces notions de cercle 1, cercle 2. Enfin, il y a beaucoup de choses qui catégorisent, outre en plus les catégories de spectacle, jeune public. Enfin, en fait, à force de rentrer dans des camemberts de plus en plus petits, etc., on se rend compte que des fois, je sais pas. Enfin, moi, je ne sais même pas. Dans quoi faire rentrer certains des projets que j'ai. Alors on passe un temps fou à se dire comment je vais le présenter pour qu'il rentre dans les fameux dispositifs qui sont actuellement en place, plutôt que comment est-ce qu'on pourrait juste prendre le temps d'en parler. Des fois en l'expliquant, en fait, il résonnerait directement, j'ai envie de dire, dans le cœur quasiment de la personne d'en face qui trouve que finalement ça a du sens dans sa programmation, dans ce qu'elle propose et dans ce qu'elle a envie d'aider, quoi. J'ai aucune solution, bien sûr. Hein. Je pose tout ça. Non, tu m'en partages. Tu as raison. On a posé beaucoup de questions cet après-midi. Beaucoup de questions hyper intéressantes et on n'a pas les réponses. Soyons modestes et humbles là-dessus. En tout cas, ça nous permet de voir qu'il y a différents possibles, qu'il y a des espaces nécessaires à recréer. Mais c'était, voilà. Alors si la crise Covid peut nous servir à ça, sans parler de monde d'avant, de monde d'après, parce que ça, effectivement. Mais il faut être extrêmement vigilant. En tout cas, à réinstaurer ou instaurer ce rapport artiste-lieu, comme tu le dis, et remettre et ne pas faire perdre de l'humanité. Parce que Caroline, quand tu parles de... Effectivement, les visios, on a découvert que les visios, c'était commode, ça ne peut pas se substituer à tout, mais parfois ça peut être pas mal, aussi en termes de mobilité, on peut se le dire. Mais il ne faut pas que ça se substitue, qu'on déshumanise les choses non plus, parce que, et comme tu le dis, pour aller encore plus vite au final, quoi. On serait complètement à côté du truc, quoi. Donc c'est pas simple. Et en plus, on se connaît la plupart, on est tous pris dans ces engrenages-là. Et comme tu dis, les solutions, on les a. Donc, il nous appartient de les revendiquer au moins. Et ça se pose dans la création, dans les incertitudes des semaines et des mois à venir, avec de l'optimisme. Tu as raison, il faut rêver, Sébastien. Et Henri Boniton nous le disait ce matin aussi, sur la compagnie Apsaras et le Cerisier, que de tout temps, les artistes ont trouvé des solutions, de toute façon, y compris dans des pays où c'est plus difficile, comme au Liban, entre autres. Donc,
Voilà, on ne va pas pouvoir faire cette synthèse, d'amener la solution, mais je trouve que Gwenaël, cet après-midi, on a un peu, c'est peut-être la hauteur des lieux qui nous fait qu'on pose beaucoup de questions, qu'on n'en a pas les réponses, mais c'est pas grave, c'est intéressant. On pourra en plus, parce que le temps passe, c'est vrai qu'on est arrivé un peu au-delà d'ailleurs de notre heure et demie, on pourra revoir ça et ça nous permettra de capitaliser des choses et de peut-être réfléchir et remettre en perspective. Ça va nous servir à ça, en tout cas nous directement à l'IDAC, pour pouvoir échanger encore avec vous et transformer ce qu'on peut transformer à nos niveaux, les uns les autres. Mais un des enjeux aussi, c'est sans doute que, crise Covid ou pas, c'est qu'on se donne les moyens d'alimenter ces rapports entre création, diffusion, résidence, artistes, institutions, opérateurs, et que surtout nous n'arrêtions pas de créer, de se donner les conditions. Tant pis si c'est compliqué, parce que même les nuits les plus noires ont une fin, entre guillemets, mais que même si on a des incertitudes sur les conditions de la diffusion ou dans l'espace public ou les salles, on travaille à l'après, au pendant, et que quel que soit le temps que ça prenne, nous puissions, en confiance et en lien les uns les autres, parce que c'est vrai que tu l'as évoqué beaucoup au début, et Monique aussi, Lionel, c'est que le confinement, ça a été un peu l'aberration, une fracture, et l'impossibilité de communiquer, d'être un peu isolé dans des endroits de non-solution à un moment donné aussi, voire de questionnement très pragmatique, parce que lié à l'emploi culturel, donc à l'argent, donc à nos vies, quoi. Voilà. Donc je ne vais pas m'égarer non plus, mais c'est vrai que les créations pour toutes ces questions-là aussi dans les projets que vous allez construire et continuer de poursuivre. Donc si quelqu'un veut intervenir, c'est le moment. Sinon, on rendra l'antenne. Hein. Mais bon, on vous remercie. Merci au Carré de nous avoir accueillis depuis ce matin. Merci Sylvie, merci à toute l'équipe de Dasque et d'ailleurs. Merci à l'équipe du Carré sur la régie technique. Merci à Tania qui j'entends griffonner dans mon dos, donc qui nous fait une synthèse extrêmement éclairée de son regard extérieur. Pardon, je tourne le dos, c'est pas bien. En Gwenaël, je crois que c'est bientôt l'acquis sur les Summer Camp avant l'été. Donc merci pour le travail et les conditions de réalisation de nos rencontres. Et on n'a pas fini. On va prendre l'été et on va aussi apprendre de ce qui arrive pour se re-questionner avec nos collègues du département, Hélène, sur le rôle des collectivités. Alors, il ne nous appartient pas, à supposer qu'il appartienne à quelqu'un. Mais en tout cas, si on peut humblement participer les uns et les autres à cette responsabilité partagée, quand même, des différentes strates de collectivité sur les enjeux de la culture, ça serait intéressant de pouvoir se retrouver dans quelques mois pour aborder les choses avec optimisme, modestement, mais avec pugnacité, on va dire. Voilà. Bon, merci beaucoup. Olivier, on rend l'antenne. Au revoir.